Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Docteur Charlène Nongota, bonjour. Bonjour Eugénie, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Longtemps, oui. Alors, comment va le bébé? Le bébé va bien, ma nouvelle vie de maman se passe bien, des hauts, des bas, mais c'est une expérience qui est très, très enrichissante. Donc, on va dire que tout va bien. Merci de demander. Merci. Alors, docteur Charlène Nongota nous accompagne régulièrement sur l'Afrique d'une seule voix. Elle nous apprend à parler mieux et parler peu. Et on va expérimenter une nouvelle formule, c'est à la demande de beaucoup d'internautes qui aiment beaucoup justement ce que tu fais, Charlène, parce que tu apprends justement à faire des discours impactants. Et nous avons choisi à partir de maintenant de choisir des discours de personnalités qui ont marqué l'histoire, personnalités qui ne sont plus de ce monde ou qui sont vivantes, bel et bien vivantes, pour les décortiquer, les analyser et pour nous apprendre à parler mieux et tout en parlant peu. Alors on a choisi aujourd'hui de parler du discours de Thomas Sankara à l'ONU. C'était le 4 octobre 1984. Monsieur le secrétaire général, honorable représentant de la communauté internationale, je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Alors c'est, semble-t-il, l'un des discours les plus importants de Thomas Sankara. Est-ce que tu peux nous situer le contexte ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un discours, effectivement, Eugénie, tu l'as si bien dit, qui est très important. En tout cas, c'est l'un des plus grands discours de Thomas Sankara, qui est par ailleurs une figure africaine, figure militante politique importante, qui a marqué son histoire, donc l'histoire de son pays, mais l'histoire de l'Afrique en général. Donc, il fait ce discours en 1984 à l'ONU, et il faut savoir que durant cette période-là, historiquement, on est en pleine guerre froide. On a deux camps qui s'opposent, on a le camp de l'Ouest et le camp de l'Est. Donc inutile de vous rappeler que d'un côté on a les Occidentaux, de l'autre on a la Russie et les pays dits du tiers-monde. Mais ce qui est vraiment important, c'est de voir à quel point justement dans ce discours, il ne prend position ni pour l'un des camps, c'est-à-dire ni pour l'Est ni pour l'Ouest. Il essaye vraiment de défendre une position qui lui est propre, donc d'abord défendre les intérêts de son pays, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle aussi au nom de tous les peuples opprimés. Ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ce discours intéressant pour voir à quel point un discours bien mené est un discours efficace. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands, battu par les bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Alors Thomas Sankara, on sait, c'est un homme d'action, c'est un militaire. Même s'il n'a pas été très longtemps au pouvoir, il a quand même marqué
son pays et l'Afrique tout entière par son combat, par son franc-parler. Et il faut dire que justement à l'Assemblée de l'ONU, il apparaît quand même comme quelqu'un qui n'a pas la langue de bois. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est un discours quand même qui dure une 50aine de minutes. C'est très long. Il faut savoir aussi que la tribune des Nations Unies est une tribune qui permet justement aux sans-voix, donc les petits États, de pouvoir s'exprimer. Et Thomas Sankara le comprend parce qu'il le dit tout au long de son discours. Et il dit « Je suis devant vous parce que justement les Nations Unies représentent une tribune pour les peuples comme les miens qui sont opprimés malgré leur caractère indépendant. » Parce que bien évidemment, la Haute-Volta, qui aujourd'hui est le Burkina Faso, est indépendant déjà depuis les années 60. Sauf que ce qui se passe, c'est que Thomas Sankara, il considère que cette indépendance, elle est tronquée. Elle est tronquée, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a toujours cette mainmise de l'ancien colonisateur, mais surtout, on a l'impression justement que malgré le fait d'être indépendant, le contexte de la guerre froide fait que les pays africains notamment sont, on va dire, embarqués comme ça dans une supercherie malgré eux. Monsieur le Président, il n'y a plus de duperie possible. Le nouvel ordre économique mondial pour lequel nous luttons et continuerons de lutter ne peut se réaliser que si nous parvenons à ruiner l'ancien ordre qui nous ignore, si nous imposons la place qui nous revient dans l'organisation politique du monde, si, prenant conscience de notre importance dans le monde, nous aboutissons au droit de regard et de décision sur les mécanismes qui régissent le corps. Et, comme tous les droits des peuples, il s'arrache dans la lutte et par la lutte des peuples. Il ne sera jamais le résultat d'un acte de générosité d'une puissance quelconque. Je conserve en moi la confiance inébranlable. Confiance partagée avec l'immense communauté des pays non alignés que sous le coup de boutoir de la détresse hurlante de nos peuples, notre groupe va maintenir sa cohésion, renforcer notre pouvoir de négociation collective, se trouver des alliés parmi toutes les nations, commencer de concert avec ceux qui peuvent encore nous entendre, l'organisation d'un système de relations économiques internationales véritablement nouveau. Monsieur le Président, si j'ai accepté de me présenter devant cette illustre assemblée pour prendre la parole, c'est parce que, malgré les critiques qui lui sont adressées par certains grands contributeurs, les Nations Unies demeurent la tribune idéale pour nos revendications, le lieu obligé de la légitimité des pays sans voix. Voilà, c'est exactement ça. Donc il le dit, tout simplement, il parle au nom de son peuple, le peuple burkinabé, il représente le Conseil national de la Révolution, puisqu'il a libéré son pays en 1983, le 4 août 1983, et ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas prendre position. Il ne veut pas faire partie justement de ce contexte historique qui mine le monde, qui est encore embarqué par les Occidentaux. Lui, ce qu'il veut, c'est que le peuple burkinabé se réveille, mais que les peuples d'Afrique en général se réveillent véritablement et se prennent en main. Donc, c'est un discours qui est vraiment empreint de beaucoup d'humanisme. Beaucoup d'humanisme, pourquoi? Parce qu'il ne parle pas seulement au nom du peuple burkinabé, mais il fait aussi référence au peuple du tiers-monde. D'ailleurs, il considère que le concept de tiers-monde est encore un fourre-tout qui a été inventé par les grandes puissances pour mieux asservir intellectuellement, culturellement, politiquement, économiquement les petites nations. Entendons bien par petites nations, pas les États faibles comme on peut l'entendre. C'est vraiment petites nations dans le sens où ces nations n'ont pas la chance ou n'ont pas la possibilité de se développer économiquement, politiquement, culturellement comme elles aimeraient en fait. Nous voulons nous y insérer, sans pour autant justifier cette gigantesque escroquerie de l'histoire. Encore moins pour accepter d'être l'arrière-monde d'un Occident répu. Mais pour affirmer la conscience d'appartenir à un ensemble tricontinental et admettre, en tant que non-alignés et avec la densité de nos convictions, qu'une solidarité spéciale unit ces trois continents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique dans un même combat contre les mêmes trafiquants politiques
les mêmes exploiteurs économiques. Reconnaître donc notre présence au sein du tiers-monde, c'est, pour paraphraser José Marti, affirmer que nous sentons sur notre joue tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Fin de citation. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre jour. Les gifles ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette rupture. Du reste, tous les nouveaux maîtres à penser, sortant de leur sommeil, réveillés par la montée vertigineuse de milliards d'hommes en haillons, effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion cette multitude traquée par la faim, commencent à remodeler leurs discours et, dans une quête anxieuse, recherchent une fois de plus, en nos lieux et places, des concepts miracles, de nouvelles formes de développement pour nos pays. Alors, dans la partie du discours de Thomas Sankara à l'ONU, celle que tu as choisi de nous partager, c'est celle où il fustige le comportement des intellectuels africains. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les nombreux actes des innombrables colloques et séminaires. Loin de moi l'idée de tourner en ridicule les efforts patients de ces intellectuels honnêtes qui, parce qu'ils ont des yeux pour voir, découvrent les terribles conséquences des ravages imposés par les 10 spécialistes en développement dans le tiers-monde. La crainte qui m'habite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée par les prospéros de tout genre pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Cette crainte se justifie, d'autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon celle du tiers-monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce que, ayant goûté au mode de vie occidental, n'est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, elle l'oublie que toute vraie lutte politique postule un débat théorique rigoureux et elle refuse l'effort de réflexion pour inventer des concepts nouveaux à la hauteur du combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que des universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination.
et de la créativité. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup interpellée. Alors, dans ce discours, on peut déjà reconnaître que c'est un discours qui est très riche. Parce que, en dehors, effectivement, de cette partie que j'ai retenue, sur laquelle je vais revenir rapidement, il faut savoir quand même que c'est un discours où Thomas Sankara fait référence à beaucoup de citations de nombreux auteurs. Donc ça, c'est vraiment une pertinence pour un discours efficace. On a également une présentation chiffrée et référencée, ça c'est très bien aussi. Mais on a un débit de voix aussi qui est très intéressant. Tout ça, on a déjà vu dans les précédentes émissions. Donc je reviens rapidement au point que moi, que j'ai retenu, que j'ai décidé de retenir, c'est le fait que oui, il tape sur les doigts des Occidentaux. Mais il ne fait pas seulement que taper sur les doigts des Occidentaux, parce qu'il fustige également les intellectuels africains. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils sont dans un comportement, ils ont un comportement complaisant vis-à-vis de l'Occident, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un détachement, il n'y a pas une véritable indépendance. Ces intellectuels-là ne travaillent pas au service des peuples africains. Et ça, il le dit ouvertement dans son discours, il le dit, il dit à ces intellectuels, travaillez pour vos peuples. Prenez exemple sur le Burkina Faso qui s'est libéré effectivement le 4 août 1983, grâce à lui justement. Et il donne des solutions. Il donne des solutions à ses frères africains en disant il faut qu'on travaille à améliorer l'administration au sein de nos États. Parce que l'administration, malheureusement, on sait pertinemment comment ça fonctionne dans nos États africains. Même encore aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un discours qui est toujours actuel. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Merci, Dr Charlène Ongota. On se retrouve demain pour continuer à décortiquer ce discours impactant de Thomas Sankara à l'ONU. Si vous avez des questions à poser, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez surtout pas. 06 65 02 12 83. Si vous êtes en France et pour vous qui appelez de l'étranger, 00 336 65 02 12 83. La gardienne du temple vous donne rendez-vous demain sur l'Afrique est une seule voix. Que pensez-vous des intellectuels africains aujourd'hui? Pensez-vous qu'ils sont toujours assujettis à l'impérialisme occidental?